Albert Bensoussan, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien du projet MEDELAT France, médiation, diffusion et traduction de la littérature latino-américaine en France. Vous êtes né à Alger en 1935, vous avez fait vos études, et vous êtes agrégé d'espagnol, docteur en études ibériques. Vous avez enseigné à la Sorbonne de 1963 à 1966 et ensuite à l'Université de Rennes de 1966 à 1996. Vous êtes aussi écrivain, vous êtes auteur d'une dizaine de romans, dont Dans la Véranda, qui a obtenu le prix Grand Ouest en 2007. Mais vous êtes aussi auteur de plusieurs essais sur la littérature latino-américaine contemporaine, comme les Retours de Carabel de 1998, où vous racontez votre relation avec les écrivains du boom latino-américain. Enfin, vous n'êtes pas seulement universitaire et écrivain, vous êtes aussi l'une des figures majeures de la traduction littéraire française, en particulier pour ce qui concerne le continent littéraire, les grands continents littéraires latino-américains. Vous êtes le traducteur d'une très très vaste et importante bibliothèque latino-américaine en France, où l'on retrouve les noms de Guillermo Cabrera Infante, Manuel Puig, José Donoso, Juan Carlos Onetti, Alfredo Bryce Echenique, Néstor Sánchez, José Lezama Lima, Mario Vargas Llosa, et je suis sûr que j'oublie encore quelques noms. C'est avec ce grand traducteur et passeur de la littérature latino-américaine que nous voulons parler aujourd'hui. Nous allons essayer de parcourir votre carrière de traducteur, mais aussi l'histoire de certaines de vos traductions qui font désormais partie de l'histoire de la traduction et de l'édition de littérature latino-américaine en France tout au long de ces 50 dernières années. Merci d'être là et bienvenue, Albert. Bonjour, merci. Tout d'abord, je voudrais que l'on parle de vos origines, de l'importance de la culture polyglotte des Juifs d'Alger et du fait que vous venez d'une famille dans laquelle on parlait déjà plusieurs langues et on pratiquait la traduction presque comme un exercice quotidien. Oh, si on peut dire, oui. Mes parents avaient plusieurs langues. Ils parlaient, à part le français, ils parlaient l'arabe. Mon père connaissait le kabyle aussi, le schleur. Et puis, il parlait l'espagnol. Ma mère était spécialiste en injures. Elle ne se rendait toujours pas compte de ce qu'elle disait. Mais enfin, elle disait souvent puñeta, me cago la mar, des trucs comme ça, qui sont quand même assez rudes. Hein. Mais elle ne se rendait pas compte de la portée. D'ailleurs, les Espagnols non plus. Quand ils disent me cago la mar, ils ne savent pas que c'est un blasphème. Vous faites le choix de faire des études d'espagnol à Alger, donc oui. Dans la continuité de oui. héritage de la famille. Est-ce que vous connaissiez déjà bien la langue avant de débuter vos études Non, je parlais très mal espagnol, avec un mauvais accent. D'ailleurs, en Algérie, les Espagnols, par exemple à Oran, ils ne parlaient pas très bien. J'avais un copain qui disait toujours caballo. Alors j'ai dit, il faut dire caballo. On dit non, chez moi on dit caballo. Il y en avait d'autres qui disaient, on ne dit pas porque, on dit perque, parce qu'ils étaient valenciens. Alors on parlait assez mal, on parlait assez mal espagnol. Et je dois dire qu'on a eu un lecteur d'espagnol qui s'appelait Cortés, que no quita lo valiente. Et ce Cortés est un type extraordinaire. C'était le papa de Françoise Fabian. C'était le papa de Françoise Fabian. Malheureusement, je l'ai loupé. Je n'ai connu que sa jeune sœur. C'est dommage, elle était déjà partie à Paris. Et donc, il nous a appris un espagnol formidable. Il disait Salamanca, con la boca abierta. Il fallait parler comme ça. Et puis alors, on a eu un professeur génial qui s'appelait Charles Marcilly, qui était un type qui avait fait du théâtre. Son père était cinéaste. Et alors, il nous avait appris à manifester ce qu'on lisait. On ne lisait pas comme à l'école en annonnant. Il fallait lire en jouant. Il avait joué une fois une pièce de Calderón, La Túnica de Nessos, je crois que ça s'appelait comme ça. Et alors, il disait, à la fin, Hercule est entouré par la tunique de Nessus que lui a offert Déjanire. Elle prend feu. Alors, il était là sur sa chaise, il disait « Apartaos todos !» Il faisait comme ça, il prenait feu. Et nous, on prenait feu avec lui. Et c'est comme ça que j'ai appris l'espagnol, mais un bel espagnol. C'était un spécialiste de l'orca. Quelle était la place de l'espagnol dans l'enseignement des langues vivantes à l'époque, Albert? Est-ce que vous parlez Dans les lycées, l'espagnol était à l'époque uniquement en seconde langue. On l'apprenait donc en quatrième. Ça n'est que d'une façon relativement récente qu'on a mis l'espagnol en première langue dès la sixième.
Mais moi, j'ai pris au baccalauréat, j'ai pris espagnol, on pouvait changer à la fin, hein, et j'ai pris espagnol première langue. D'ailleurs, j'avais eu comme professeur un type formidable au lycée qui s'appelait Guy Mercadier, qui est devenu mon ami, hein, mon grand frère, et j'étais premier. Voilà. Vous arrivez en France, d'abord à Mélin, ensuite Melun, oui, à c'est Paris, ça. Oui. et votre arrivée est celle d'un jeune professeur d'espagnol qui vient d'Alger Oui. et qui se prépare pour suivre une carrière universitaire. À quel moment commencez-vous à traduire et à écrire en espagnol? Alors le début de ma traduction, si on cherche le côté un peu mythologique des choses, il y a toujours un côté mythologique. À Alger, j'avais une voisine, Madame Corret, qui s'était mis dans la tête de s'intéresser à Sor Juana Inés de la Cruz. J'étais son petit voisin et j'étais peut-être en première ou en terminale de lycée. Elle m'a fait traduire la presque totalité des œuvres de Sor Juana. Je ne sais pas comment j'ai pu traduire ça, c'est tellement difficile. C'est un immense poète, Sor Juana. Donc c'est ma première traduction, je l'ai perdue. J'avais dactylographie à l'époque, je l'ai perdue. Et comment je suis entré dans la traduction? Eh bien, j'ai eu un parrain, un type prodigieux que tout le monde connaît, c'est Claude Couffon. Alors Claude Couffon, il travaillait à l'Institut d'études hispaniques à Paris et il s'occupait des éditions hispaniques. Et un jour, il avait une petite 2 chevaux. À l'époque, on circulait dans Paris très facilement. Et de la rue Gay-Lussac, Institut d'études hispaniques, il m'a dit, je vais te présenter quelqu'un qui va t'intéresser. Et il m'amène 20 rue de Condé et il me présente Maurice Nadeau. Alors il dit, ben voilà, c'est mon jeune collègue. Hein, et alors Maurice me regarde, après pour moi c'est Dieu le Père, hein, Maurice Nadeau. Et Maurice, il me regarde et dit, eh ben tu vas peut-être travailler avec nous un de ces jours. Et ça a été le début d'une collaboration, puisque mon premier texte traduit a été pour la revue de Nadeau, les Lettres Nouvelles. Oui. C'était le numéro qui s'appelait Literatura de Cuba, littérature de Cuba, c'est en français. Et ça s'est passé comme ça. À l'Institut d'études hispaniques, avec Couffon et d'autres, ils se distribuaient des textes à traduire. Et il y en a un qui était resté sur la table, personne n'en voulait, parce qu'on va dire qu'il était peut-être un peu difficile. Hein. Et c'était un extrait de Tres Tristes Tigres qui s'intitulait, en français ça s'appelle, je ne sais pas en espagnol, je crois que c'est nous qui avons donné le titre, une demande d'augmentation. C'était l'histoire de Ribot. Voilà. Et ça s'appelait une leçon de calcul en espagnol, je crois. Et bon, c'est le gars qui vient demander une augmentation. L'autre lui dit comment vous gagnez. Alors il calcule. Il dit mais dites donc, ça fait $25, hein, etc. C'était très drôle, mais c'était difficile à traduire. C'est là-dedans qu'il y avait cette phrase incroyable. Je ne sais plus comment il disait, des jeunes gens qui étaient caprichosos y porende bugas. J'avais lu ça, j'ai dit, c'est pas possible, j'arriverai jamais à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, caprichosos en soi pose un problème, parce que le mot capricho en espagnol ne veut pas dire caprice. C'est quelque chose qui va au-delà. Caprichos de Goya, c'est pas des caprices, hein, c'est autre chose. C'est des fantasmagories, hein, c'est plutôt ça. Alors, j'avais traduit par caprichosos par batifoleur, y porende bugas. Alors, buga en espagnol, c'est une voiture, une bagnole. Mais en Amérique latine, c'est pas ça. Buga, c'est bujarrón, qui a donné en français le mot bougre, qui veut dire sodomite, hein, homosexuel, passif. Bougre. Alors quand on dit un bougre d'idiot en français, on ne sait pas ce qu'on dit, mais alors la traduction c'est ça. La traduction, ça consiste à aller desentrañar las palabras, aller au fond des mots, voir d'où ils viennent, quel a été leur parcours et comment on arrive à ce sens. Voilà. Et quand vous arrivez à Paris, vous venez de l'expérience de la guerre, Albert, et votre arrivée à Paris est aussi une forme d'exil. Alors, quel est le rapport entre ces débuts, cet intérêt pour la traduction et les expériences que vous venez de vivre? C'est-à-dire que ma grande découverte, c'est de m'apercevoir que tous ces latino-américains, ou même ces espagnols, étaient des exilés. Et donc, je me suis senti de plein pied avec Cabrera Infante. J'ai vécu chez eux, à Londres, un exilé avec sa femme et ses 2 filles. Je me sentais sur le même plan qu'eux. Naturellement, moi j'étais privilégié parce que j'étais professeur quand même. Tandis que chez eux, au début, quand je suis arrivé chez eux en 68, ils vivaient très pauvrement. Cabrera vivait, il écrivait des scénarios pour Hollywood, dont certains ont été tournés. Son film le plus célèbre, ça a été Wonderwall.
Bon, c'était pas mal. Mais enfin, il vivait petitement, il n'avait pas d'argent. Et alors, il écrivait dans des revues espagnoles, et il avait été spécialisé dans ce qu'on appelle le swinging London. Il aimait beaucoup le pop, le rock, enfin la musique de l'époque. Il m'en parlait beaucoup. Et il était passionné de musique et de musique de Cuba. Il avait un disque, par exemple, d'une grande cubaine noire qui s'appelle Freddy. Et c'est elle, ce personnage de Freddy. Et j'avais vu la photo, j'avais entendu le disque. Je suis pénétré de ça. C'est elle, la baleine de Trois Tristes Tigres. Hein. Voilà. Elia cantaba boleros. Tous les chapitres s'appellent comme ça. C'est Freddy. Alors, je me sentais de plein pied avec eux. Quand j'ai connu Alfredo Bryce, il était lecteur à Vincennes et ensuite à Nanterre. Il habitait rue Amiot, là, du côté du Panthéon. Il avait un tout petit appartement. Son lit était dans un cagibi. Et comme il mesure plus d'1,80 m, il était très grand de taille, pour entrer dans son lit, il fallait qu'il saute. Pioum ! Pour moi, c'était l'image de l'exil. Hein. C'était extraordinaire. Et donc, quand j'ai traduit Julius, je l'ai fait chez lui, et avec lui, on a travaillé ensemble. Je le voyais vivre et me suis pénétré de ses gestes et tout. C'est un excellent cuisinier en plus. Il avait des grandes mains, il avait des épices, il jetait des épices dans son arroz peruana. Alors, il faisait des trucs comme ça. C'est comme ça que j'ai traduit. C'est une espèce de fraternité de l'exil, c'est ça? La fraternité de l'exil permet d'avoir une empathie, voilà. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas traduire quelqu'un en étant extérieur à lui, sinon on traduit avec ce que Jean-Claude Chevalier appelle de l'orthonymie. L'orthonymie, c'est un concept très important qui avait été inventé par Pottier, le grand linguiste. Ça consiste à prendre une phrase espagnole et à essayer de trouver en français quelque chose qui dit la même chose, mais en mieux, en mieux. Alors, par exemple, il m'avait reproché, Jean-Claude Chevalier, d'avoir traduit en unos arranques, c'est dans Vargas Llosa, dans la Tia Julia y el escribidor, le docteur, en unos arranques, dans un élan, alors je dis de générosité. Alors il dit ça c'est de l'orthonymie parce que le texte n'a pas dit de generosidad, il a dit en unos arranques. Alors moi je dis dans un élan de générosité, voilà qui va aider sa petite nièce. Il l'examine, il voit qu'elle est enceinte, elle est enceinte de son frère. C'est le premier cas d'inceste dans l'œuvre de Vargas Llosa, il y en a d'autres. Vous arrivez à Paris, Albert, et vous découvrez à Paris la littérature latino-américaine. Vous connaissiez déjà la littérature latino-américaine. À quel moment vous rentrez en contact avec cette littérature? Eh bien, moi, la porte d'entrée, c'est Londres et c'est Cabrera Infante. Parce que lui, Cabrera, c'était un grand bonhomme. Hein, c'était un pape, on dirait aujourd'hui. C'était le pape des exilés. Chez lui, ils sont tous passés. Vargas Llosa, Manuel Puig, Julio Cortázar. Il y avait un type formidable qui s'appelait Émile Rodríguez Monegal, qui est un grand critique uruguayen que j'ai bien connu et que j'aimais beaucoup. Il est même venu à Rennes d'ailleurs, je l'avais invité. J'ai connu un immense cinéaste, Nestor Almendros. J'ai même connu il y avait tout. Hugh Thomas, par exemple, a été venu une fois chez Cabrera. Hugh Thomas, c'est le grand historien de la guerre civile espagnole. J'ai connu des gens chez eux. J'étais émerveillé de voir tous ces gens qui défilaient. Et alors, quand j'ai traduit Tres Tristes Tigres, ils ont dit « Ah ben alors Albert va nous traduire, nous aussi ». Alors j'ai traduit Puig, et j'ai traduit Mario, et j'ai traduit Onetti, et j'ai traduit Donoso. J'ai failli traduire, j'avais commencé Cortázar, que je connaissais intimement. J'ai travaillé avec lui, mais Laure Bataillon, c'était sa chasse gardée. Elle m'avait dit « Écoute, moi, j'ai dit « Mais bien sûr, bien sûr ». On avait fait un deal, comme on dit maintenant, un deal avec Laure Bataillon. Elle avait commencé à traduire Puig, les 2 premiers livres, et moi j'avais traduit le premier roman de Juan José Saer. Alors elle me dit « Écoute, on va faire une chose. Tu me donnes Saer, je te donne Puig. » Et c'est arrivé au moment où Manuel Puig m'avait écrit une lettre. Il m'a dit « Je vous ai connu à travers Cabrera Infante, bien entendu. » Et le livre que j'ai écrit, El beso de la mujer araña, je crois que ça n'est pas bien que ce soit une femme qui le traduise. Je crois qu'il faut que ce soit un homme qui traduise ça. Alors ça s'est passé comme ça. Donc tout est passé par Cabrera. Oui, et donc votre formation d'hispaniste français ne comportait pas un volet latino-américain à l'époque. Vous n'avez pas étudié les auteurs latino-américains à l'université. C'est-à-dire c'est un défaut ou un manque de l'enseignement universitaire de l'époque. Nous avions un livre de Delpy, je crois, littérature latino-américaine, un petit livre, qui était assez en retard sur l'actualité. Donc moi j'ai appris, je connaissais très bien Jorge Icaza,
Rómulo Gallegos, Ciro Alegría, José Eustacio Rivera, je connaissais La Voragine, je connaissais ça par cœur. El Mundo es Ancho y Ajeno, je le connaissais par cœur. Je connaissais les personnages, Rosendo Maki, je savais tout. Je connaissais Huasipungo de Jorge Icaza, je savais ce que ça voulait dire. Voilà. Et donc on était formé sur une période qui était de 20 à 30 ans en retard sur l'actualité. Et la collection de Roger Caillois, La Croix du Sud, oui. elle ne vous a pas apporté un regard Caillois, il a bien sûr. Caillois, le premier titre en 50, c'est Ficciones, Fiction de Borges. Et ensuite, il a publié alors des gens comme Asturias, qui était déjà un peu ancien. Hein. Je crois même qu'il a publié Doña Bárbara. Et puis alors, il s'est mis à publier. Il a publié et c'est comme ça aussi que je l'ai connu, Cabrera Infante, En la paz como en la guerra, qui avait été traduit par Robert Maras, qui était mon ami, et qui m'a poussé aussi, Maras m'a poussé à traduire, c'est un grand ami à moi. Hein. Et puis, il y a eu La ciudad de los perros, voilà, qui est un grand titre de la collection La Croix du Sud. Mais est-ce qu'au moment où vous commencez à traduire, Albert, avec Cabrera Infante, vous connaissiez déjà la collection de Caillois ou pas? Vous avez déjà lu les titres de la collection de Caillois? Si, je connaissais déjà, oui. Parce qu'à la Sorbonne, quand même, quand j'étais assistant, j'étais un ignorant, bien entendu. Je débutais, donc quand on débute, D'ailleurs, je ne me sentais pas bien, j'étais mal à l'aise. Je revenais d'Alger, j'avais fait 18 mois de guerre d'Algérie, j'étais assez démoli quand même, j'ai eu du mal. Mais mes camarades m'ont soutenu, il y avait des gens merveilleux comme Claude Esteban, par exemple. Et puis il y avait tous les Espagnols et Sud-Américains, Américo Ferrari, par exemple, un type remarquable, hein, des gens comme ça, qui ont fait ma culture. Et puis Claude Couffon, naturellement, qui avait une culture gigantesque. Hein. Au moment où vous commencez à traduire Cabrera Infante, vous connaissiez donc déjà la traduction de Robert Maras, vous l'aviez lu cette traduction, non? Je l'ai lu à ce moment-là, oui. Je l'ai lu à ce moment-là. Elle n'était pas excellente, je dirais, parce qu'il ne connaissait pas Cuba, il ne connaissait pas Cabrera, et c'était très bien traduit, sans aucune faute. Hein, voilà, c'est ça, c'était traduit sans aucune faute. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une traduction? Ça doit être quelque chose d'un peu capriccioso, alors voilà, un peu fantasmagorique, un peu ailleurs. Si c'est traduit en bon français, avec de l'orthonymie, avec des phrases et des belles expressions. Par exemple, je disais une fois à une fille, comment on peut traduire ça, la voiture qui arranca, qui va très vite, tout ça? Elle me dit, à fond la caisse. Ça, c'est de l'orthonymie. Le texte ne dit pas ça. C'est d'ailleurs un des travers des traducteurs de mettre des expressions toutes faites qui font joli, mais qui ne sont pas dans le texte. Voilà. Mais ce n'est pas les lettres nouvelles qui vont vous proposer la traduction des trois tristes tigres, c'est Gallimard qui va faire cette proposition. C'est-à-dire que quand le livre est sorti, quand le livre, l'écrivain de Cuba est sorti chez Nadeau, j'ai reçu une lettre de Dionys Mascolo, un grand bonhomme. Hein, alors là, il a dirigé Gallimard, c'était une autorité, Dionys Mascolo. C'était le mari de Marguerite Duras. Et donc il m'a écrit une lettre en disant « Voulez-vous traduire le roman ?» Et alors moi, sans réfléchir bêtement, je dis oui. Non, un peu d'audace, quoi. Et alors, il m'a envoyé le livre. Quand j'ai lu, j'étais désespéré, quoi. C'était tout juste si j'ai pas pleuré. Vous avez compris la difficulté à ce moment-là. Rien compris. Il y avait le maître de cérémonie au début qui rentre et qui commence à parler un langage. Mais alors, avec des fautes en espagnol, el forro romano, par exemple, il dit el forro romano avec 2 R, hein, que j'ai traduit par le forum, F-O-R-R-H-U-M, parce que ça se passe au Tropicana. Au Tropicana, vous savez comment ça se passe. On met sur la table une bouteille de Coca-Cola, bon, d'accord, mais à côté, on met une bouteille de rhum. Et il faut vider les 2 bouteilles, hein, voilà. Et pourquoi le livre n'a pas été publié dans la collection de Caillois, Albert? Vous avez une réponse à ça? Parce que Caillois avait été les premiers... C'est Mascolo qui voulait le publier dans la collection du monde entier. Oui, c'est ça. C'est une décision du directeur. Hein. Vous avez parlé avec Caillois de cette question? Ah non. Non, Caillois, je l'ai connu un petit peu. Il était déjà un peu sur la fin. Il n'était pas très net, hein, d'ailleurs, à la fin de sa vie. Enfin, non, mais j'aimais beaucoup Caillois. C'est un type formidable, bien sûr. Il a traduit... El Hacedor, Borges. Quand vous avez découvert la difficulté du roman que vous aviez accepté de traduire, comment vous vous êtes préparé pour affronter ces difficultés, dictionnaire, lexique, vocabulaire? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer? Pour me préparer, j'ai préparé mon bagage. Et j'avais écrit, on m'avait donné l'adresse, Gloucester Road,
Gloucester Road à Londres, dans le quartier de Kensington. Et il m'a dit, je vous attends, je vous attends. J'arrive avec ma valise. Je ne sais même pas comment il était. Je ne savais pas si dans des photos, il avait l'air américain, gringo, et dans d'autres, il avait un air un peu noir. En fait, c'est un parfait métis. Et puis j'ai vu arriver un Indien habillé avec une espèce de surplis. Et dans le quartier, d'ailleurs, on l'appelait El Paki, ce Paki, pakistanais. On le prenait pour un Pakistanais. Et donc, je vois ce type petit de taille, on a à peu près la même taille, peut-être plus petit que moi, corpulent, avec une petite barbiche, un air extrêmement sévère, sérieux. J'ai dit, là, ça ne va pas être rigolo. Hein. Mais il a été merveilleux, merveilleux. On travaillait énormément, on travaillait de 9 h du matin à 3 h du matin. Et pourquoi ce voyage? Pourquoi c'était important d'aller les voir, Albert? Parce que je n'ai rien compris au livre. Je me suis dit, j'arriverai jamais. Si je veux vraiment traduire ce livre, il faut qu'on m'explique de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il a voulu faire. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Et alors, j'ai compris que c'était une espèce de délire de Cubains qui avait d'abord écrit un roman qui s'appelait Vista del Amanecer en el Trópico, qui avait eu le prix Biblioteca Breve, et qui, au dernier moment, avait modifié son livre dans un sens, parce qu'entre-temps, quand il a publié ce livre, Biblioteca Breve, il vivait encore à Bruxelles, il était attaché culturel de Cuba à Bruxelles, et son père est mort, il est retourné à Cuba, et quand il est arrivé là-bas, on lui a dit, tu sais, fais ton bagage, fous le camp, on va venir t'arrêter. Alors il a foutu le camp, il a demandé l'asile en Espagne, mais Franco était très bien avec Fidel Castro, donc il n'a pas eu l'asile en Espagne. Et les Anglais, les Britanniques, ont eu cette merveilleuse générosité de l'accueillir, ils l'ont logé. Il s'est installé avec Myriam, Anna, la fille aînée, Carola, Carolita on l'appelait, la petite, mignonne. Et j'ai vécu avec ces gens-là, et dans un endroit qui était assez petit, c'était un rez-de-chaussée surélevé. Au-dessous, il y avait des étudiants qui fumaient de la marijuana. Bon, on était dans une bonne ambiance. Et nous, on fumait énormément. Alors, c'est là que j'ai appris que le tabaco, ne veut pas dire le tabac. Tabaco, quand on disait un tabaco, ça veut dire un cigare. Parce que le cigare, par antonomasie, c'est le tabaco. Alors, il lui fumait des tabacos. D'ailleurs, je lui avais apporté quelques havanes de l'aéroport. Il fumait tout le temps des tabacos. Et moi, je fumais à l'époque beaucoup. On était dans une espèce de nuage constant qui favorise un peu. C'est comme chez Vargas Llosa, la ayahuasca. Là, on est dans des fumées qui permettent de trouver l'inspiration. On était dans un état second. On ne buvait pas d'alcool. Hein. Il avait une hernie hiatale qui a été opérée à l'époque. Il ne buvait que du Coca-Cola avec du lait concentré. Myriam pressait un tube de lait, mettait du Coca-Cola, il tournait et il buvait ça. Et on mangeait très peu. On mangeait arroz cubana. Alors ça, c'était très bien pour moi. Parce que j'étais cubain avec eux, voilà, j'étais cubain. Vous avez dû apprendre une autre langue après l'espagnol normatif que vous aviez appris à l'université. Donc cet espagnol, c'était un autre espagnol, c'était une autre langue. C'était apprendre une langue différente. On le voit dans la préface des Trois Tristes Tigres. On peut lire très clairement dans cette préface, ce livre est écrit en cubain. Et dans la quatrième, on peut voir traduit du cubain. Du cubain, donc oui. Pour vous, c'était l'apprentissage d'une langue autre aussi. Exactement. D'abord, il avait une langue, même par rapport au cubain, il avait une langue à lui. Hein, et il parlait... Il faisait beaucoup de jeux de mots. D'ailleurs, il était venu à la Sorbonne faire une conférence sur l'humour. Hein, et les gens se tordaient de rire. Hein. Et j'avais publié ça, d'ailleurs, je crois, dans la NRF, la conférence de Cabrera Infante. Il faisait énormément de jeux de mots. Et ce jeu de mots, c'était au fond pour lui une façon de dissiper le chagrin, la tristesse d'avoir tout laissé. Il était né à Jibara, dans la province d'Oriente, à Cuba. Il avait tout laissé. Il avait été un compagnon de Fidel Castro. Il avait été, comme beaucoup d'autres, il avait été rejeté et il avait fallu partir. Hein. Et il a été malheureux toute sa vie jusqu'à sa mort. Et il ne parlait que de Cuba. Hein, voilà. Je voudrais revenir sur votre travail avec Cabrera Infante. Comment les séances de travail se sont-elles déroulées? Qui faisait quoi? Est-ce qu'il réalisait vos traductions? Quand je suis venu, j'avais commencé à traduire. Hein. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu les détails de ces séances de travail. J'avais commencé à traduire et pousser d'écrit, évidemment. Il parlait assez bien le français. Il avait été attaché culturel pendant 3 ans à Bruxelles. Il parlait assez bien le français, assez bien, il comprenait bien. Et il me faisait des suggestions. Ces suggestions étaient toutes
orienté vers l'idée que le français et l'espagnol, enfin le cubain, devaient à un moment ou à un autre avoir la même sonorité. Alors, par exemple, on s'est amusé, il aimait faire des listes, un peu comme... Ah bon, le grand modèle de Cabrera Infante, c'était Joyce, hein, c'était Ulysse ou Finnegan's Wake, hein, c'était le grand modèle. Alors on trouve des allitérations, des jaillissements verbaux, des choses comme ça. Et alors il fallait qu'en français, il fallait que le rythme soit le même, qu'on puisse avoir une même idée. Je me souviens qu'on avait fait des listes de mots, et il fallait transposer, bien sûr. Alors il disait, par exemple, au lieu de dire Alicia Alonso, la très grande ballerine de Cuba, c'est ça qu'il a fait quand il a eu le prix Biblioteca Breve. Il a modifié son roman, il l'a russifié. Et puis il s'était amusé à me montrer une page écrite en espagnol cubain, dans la glace. Il me dit, voilà, à quoi ça ressemble? Ben, je dis, ça ressemble à des caractères cyrilliques. Alors voilà, alors il a dit, ben voilà justement, le cubain à l'envers, c'est du russe. Le cubain à l'envers, c'est du russe. Autrement dit, la Russie soviétique s'était emparée de Cuba et l'avait inversé. C'était donc, Cuba était l'inversion, était l'image à l'envers de la Russie. Alors on cherchait des noms de danseurs qui auraient pu jouer sur cette idée de russification. Et là, mais je crois que c'est quand même moi qui ai eu l'idée, c'est pas lui. Je disais, ben, le grand danseur français à l'époque, c'était Maurice Béjart. Et alors j'ai eu l'idée de lui proposer Boris Méjart. On a fait simplement une métathèse. Maurice Béjart devient Boris Méjart. Alors voilà, il était russifié. Ah, il était content. Alors on s'est amusé à faire des choses comme ça. On rigolait beaucoup. Vous avez des relectures à haute voix de la traduction? Ah, mais tout était à haute voix. On travaillait de 9h du matin on s'arrêtait juste pour manger un peu, la arroz cubana, avec un demi-verre de bière parce qu'il n'était pas assez riche. Et puis on travaillait jusqu'à 3h du matin. Après je dormais, je m'abattais, paf, comme ça. Et Myriam me réveillait très tôt, là, à 8h30, et hop, on n'avait même pas le temps de faire sa toilette, au travail. Et alors il avait une grande table, et il appelait ça la mesa de pino amarillo. Il y avait le chat qui se mettait là, Offenbach. Et il appelait Offenbach porque ofendía a Bach. Voilà. Et en plus, Bach, c'était Bachiana. Alors là, il y avait également plein de jeux de mots avec le chat. Donc le chat se mettait là, on était assis, il était toujours à ma gauche, moi j'étais à droite, on commençait à fumer. Et j'avais un carnet, tout ça, je marquais des notes. Il écrivait des trucs. Par exemple, une fois, je tombe sur Zapaticos de Rosa. Je ne savais pas ce que c'était, moi, Zapaticos de Rosa. Et il m'a écrit toute la strophe, c'est de José Martí. Et il m'a écrit toute la strophe sur mon carnet pour que je comprenne de quoi il s'agissait. Donc on jouait comme ça tout le temps. Mais le tabac et le manque de sommeil ont fait qu'on était dans un état second. Vous disiez dans un de vos essais que Trois tristes tigres pourrait être ressenti comme une seule longue phrase bégayante, avec tous les jeux de mots, allitérations, palindromes. Je ne sais pas si Mathias Enhart connaissait Trois tristes tigres, mais quand il écrit son roman Zone, c'est une seule phrase sur 400 pages, quoi. Donc c'était une idée qui était dans l'air de faire une seule phrase. En fait, ce n'est pas une seule phrase, il y a des chapitres, hein, bien sûr que non. Ce n'est pas une seule phrase, mais il y a une espèce de bégaiement qui est à l'image de son exil. Il perd ses repères, on part en moitié anglais, on mélange plein de choses, on invente des langages, y compris le langage vaudou. Il y a par exemple une parodie désopilante de Lidia Cabrera, qui est une grande ethnologue cubaine. Tout le monde la connaît, Lidia Cabrera, non? Elle a connu García Lorca à Paris, et c'est à elle que Lorca a dédié la Casada Infiel. Vous vous rendez compte, le personnage? Et alors, il se moque un peu d'elle, avec des mots... Par exemple, il dit à un moment « Sisibuto ». J'ai traduit par « béni, oui, oui ». Alors, le côté Algérie m'a aidé dans certains cas. Alors, on faisait comme ça, et lui, il corrigeait, il voyait si ça pouvait passer en français, et il a été un excellent conseiller. D'ailleurs, il avait aussi cette idée qui est assez drôle, et qu'il a transportée dans les autres langues. Il disait, après tout, cette traduction, c'est moi qui l'ai écrite, d'une certaine façon. Je lui ai soufflé les mots. Et alors, il a demandé qu'on mette traduit avec la collaboration de Guillermo Cabrera Infante. Et lorsque mon amie Susan G. Levine, américaine, une grande amie à moi, qui a écrit The Subversive Scribe, où elle me cite, d'ailleurs, des phrases que j'ai écrites, quand elle a traduit Free Wrapped Tigers, il a marqué traduit avec la collaboration de Cabrera Infante. Là, il a fait la même chose
avec elle. Bon. Qu'est-ce qu'on trouve dans la traduction française qu'on ne trouve pas dans l'original? Dans l'original, à l'époque, ce qu'on n'a pas trouvé dans l'original espagnol, publié à Barcelone, c'est tout ce qui avait été coupé par la censure. J'appelle ça le ciseau ongreur. Ongreur, c'est ceux qui coupent les chevaux, hein, les castrateurs. Le ciseau ongreur de la censure. Il m'avait passé à Londres, il avait les tiras, des liasses de papier, qui étaient les papiers qui étaient tombés de l'édition espagnole. Donc vous avez rétabli toute la partie que la censure complètement. Ma Franco avait était le écarté. Véritable texte. Votre texte était le texte complet. Voilà. Il y avait par exemple une scène de tableau vivant, évidemment, avec le gars qui avait un pene hypertrophico, les Espagnols, la censure, ils ont coupé. Ils ont coupé le pene hypertrophico et tout ce qu'ils pouvaient faire comme cochonnerie. Alors ça, on l'a rétabli, mais il y avait des choses très drôles dans la censure et très bêtes. Par exemple, il disait Academia Militar. Ils ont coupé Militar, Académie. Attention, pas d'injure à l'armée. Alors la même chose pour l'Église. Tout ce qui était Église et armée était censuré. Et puis alors le sexe. Oui, le livre paraît en 1970, 3 tristes tigres, et il obtient le prix du meilleur livre étranger. Voilà, grâce à qui? Oui. Grâce à Nadeau. Grâce à Nadeau. Et quelques mois plus tard, Albert, le cas Padilla va éclater. Est-ce que le cas Padilla a eu une influence sur la réception des 3 tristes tigres en France à cette époque ou pas? C'est-à-dire que lorsque le livre avait été acheté par Gallimard, et bon, il y a une dame que j'aime beaucoup, c'est une grande amie à moi, Huguet Carvelis, hein, mais elle était assez orthodoxe. Le livre a été acheté comme un livre émanant du castrisme. C'était le fleuron de la littérature cubaine bien en cours. Entre-temps, Cabrera a foutu le camp, et donc il a modifié son texte, qui est devenu un texte d'une certaine façon anti-soviétique. La même chose qu'avait fait Padilla. Padilla avait eu une bourse de Cuba, il est allé à Moscou. Et là, d'ailleurs, je crois que c'est là qu'il a rencontré sa femme, Belkis, qu'il a épousée. Belkis Kusamale, elle s'appelle. Je l'ai traduite aussi, Belkis Kusamale. J'ai traduit Padilla, Alberto Padilla, et j'ai traduit son épouse. Et alors, ces gens-là ouvrent les yeux à un certain moment et se mettent à critiquer le régime. Ils sont donc exclus. Padilla a été emprisonné. Et il a fait son amende honorable, et il a mouillé un peu tout le monde, et il a dit que Cabrera Infante était membre de la CIA. Ce qui était complètement farfelu, le pauvre. Jamais il n'aurait fait un truc comme ça, Cabrera. Et donc, lorsque le livre est sorti, ils étaient un peu gênés, et par exemple, la bande qui indiquait prix du meilleur livre étranger, je l'ai vu imprimé, mais elle n'a jamais été mise sur les livres, jamais été distribuée. Et le livre a été un peu... Il a été coupé dans sa promotion. C'est une promotion qui a été tronquée. Voilà. Vous avez déclaré que vous aviez été passé à tabac avec cette traduction. C'était votre initiation en tant que traducteur professionnel. Vous souvenez-vous de ce que vous avez retenu de cette première expérience? Est-ce qu'elle vous a servi pour la suite? Oui, absolument, absolument. C'est-à-dire qu'après, j'ai été assiégé. Je crois que les 2 premiers, ça a été Vargas Llosa et Puig qui m'ont aussitôt contacté. Et oui, alors, bon, quand j'ai fini, j'ai quand même mis 2 ans pour traduire ce livre. J'ai fait 3 voyages à Londres. Hein. Et ça ne s'est pas fait en une seule fois. J'allais chez moi, je travaillais, et puis après, je disais à Guillermo, je peux venir? Oui, allez, hop. Alors, on se vous voyait toujours, ce qui est quand même assez rare chez les latino-américains. Il avait une certaine hauteur. C'est un type sérieux, grave. Moi, il ne m'a jamais appelé par mon prénom. Il m'appelait Ben Chouchan. Bien, nous allons maintenant nous tourner vers le sud et évoquer les traductions que vous avez réalisées de l'Argentin Manuel Puig et du Chilien José Donoso. Pour commencer, comment l'œuvre de Puig arrive-t-elle entre vos mains? Cabrera, qui était un grand ami de Puig, y est-il pour quelque chose? Eh bien, j'avais connu donc Manuel Puig chez Cabrera Infante, et j'avais fait un article sur le plus beau tango du monde, le 2e roman. Il y a eu d'abord La trahison de Rita Hayworth,
et ensuite Boquitas Pintadas, le plus beau tango du monde. J'avais fait un article dans la Caserne littéraire pour Nadeau, toujours, parce que c'est Nadeau qui avait publié le plus beau tango du monde. C'était le seul livre qu'il ait publié. Et après, il y a eu Le baiser de la femme araignée, qui a été acheté par Severo Sardouille, qui était au Seuil, et François Val. Et donc, il m'avait écrit, Manuel Puig, en disant, il m'avait remercié pour l'article que j'avais fait sur le plus beau tango du monde. L'article s'intitulait « L'Argentine malade du tango ». Aujourd'hui, je n'aurais pas dit ça, parce que on m'aurait tué, hein. Moi qui ai dansé le tango à Buenos Aires. Alors, et il m'a dit, voulez-vous traduire Alors, j'ai dit oui, je veux bien traduire Le baiser de la femme araignée. Donc, il m'a envoyé son texte. Et je l'ai traduit. J'ai traduit d'abord le roman et ensuite j'ai traduit l'adaptation dramatique. Il y a 2 textes qui ne sont pas tout à fait pareils, hein. J'ai fait les 2. Et le roman a eu pas mal de succès et la pièce de théâtre beaucoup plus, puisqu'elle a été jouée quand même au Studio des Champs-Élysées. Elle a été au Festival de Mons en Belgique. Elle a été jouée dans toute l'ère francophone. Elle a eu un grand succès en Suisse. Et je me souviens très bien de la femme qui avait monté la pièce. Et c'est une pièce formidable. Alors, Le baiser de la femme araignée, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je n'avais jamais lu quelque chose comme ça. C'est un livre très particulier qui est basé sur des dialogues. Et il y a des notes en bas de page, des notes explicatives qui expliquent l'homosexualité. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a également des plongées vers le cinéma. Les studios de Berlin qui ont monté des pièces nazies, des films nazis, avec Léa Ziander, des choses comme ça. Et alors, c'est un livre assez difficile. Il y avait plusieurs niveaux de langage. Et Manuel Puig était un homme maniaque. Il m'avait dit de faire attention, de bien changer mon vocabulaire et ma façon d'écrire pour les niveaux différents. Alors, il voulait que le langage des 2 personnages, Valentin et Molina, surtout Molina, il voulait que ce soit agrammatical. Alors, comprends qui veut. Agrammatical, je crois qu'il voulait dire par là que Molina était un homme sans culture. Hein, il s'occupait de décoration. On ne va pas dire architecte d'intérieur, bien sûr que non. Et c'est un garçon qui n'a pas une grande culture. Sa culture, elle est cinématographique. Il avait des mots qu'il avait entendus sur l'écran et qu'il reproduisait. Et donc, il fallait trouver un langage qui soit très spontané et un petit peu au-dessous du langage normatif. C'est ça, agrammatical. Alors, j'ai fait cet effort-là. Alors, on travaillait de cette façon. Je traduisais la pièce, ou le livre. Je l'ai fait pour tout. J'ai traduit 7 livres de lui. Et pour tout ce que j'ai fait avec lui, je lui envoyais mon texte. Il me l'envoyait avec du papier pelure, hein, parce que ça coûte cher. Il habitait, au dernier moment, il habitait longtemps au Brésil, à Leblon, à Rio. Après, il a terminé sa vie à Cuernavaca, c'est là qu'il est mort. Et autrement, il a eu une grosse période aussi à New York. Quand il m'a contacté, il était à New York. Et donc, je lui ai envoyé ça, puis il voulait absolument qu'on se retrouve à Paris. Et il venait à Paris, il venait tous les ans. Et donc, quand il était à Paris, j'allais le voir. Tantôt, j'allais chez son ami Italo Mansi, qui habitait à la Madeleine. Tantôt, je suis allé, c'est là le lien avec Cabrera Infante, chez Nestor Almendros, que je connaissais bien, et qui avait un magnifique appartement dans le Marais, avec plein de... Et c'était merveilleux pour ambientarse, se mettre dans l'ambiance. Il y avait les photos d'Eddie Lamar, de Marlène Dietrich, de Rita Hayworth. Le studio d'Almendros, c'était une explication de texte de l'univers de Puig. Et donc, c'est là que je lisais mes textes à haute voix. Il était très attentif, très sérieux. On se vous voyait aussi. Très, très sérieux, avec une distance très grande, heureusement d'ailleurs. Hein. Et, parce que, de toute façon, je n'étais pas son type, c'est évident. Mais j'avais un grand respect pour lui. C'était un type que j'admirais profondément. Je l'aimais même profondément. J'admirais sa façon d'être, d'écrire, ce sérieux qu'il avait pour écrire quelque chose qui, à l'époque, était tellement révolutionnaire, tellement... C'était terrible. Il avait fui l'Argentine parce qu'il était homosexuel. On voulait lui faire la peau. Et quand il habitait au Brésil, il m'avait écrit « Je pars parce que ce pays est devenu épouvantable. » Il se faisait agresser. Donc, il est parti au Mexique après. Et donc,
je lisais à haute voix, il était attentif et il aimait beaucoup deux choses, le cinéma et la musique, les boléros. Et c'était très important de retrouver le son, les paroles, tout ça. Par exemple, dans le Beso, il y a le prisonnier Molina balaye un moment la cellule et il chante une chanson qui s'appelle Mi Carta, un boléro. Il fallait trouver en français l'équivalent. Alors j'avais l'expérience de Laure Bataillon qui avait fait la même chose pour Boquitas Pintadas. Il fallait trouver un texte et j'en avais des quantités. J'avais fait de la musique autrefois, je jouais du piano, j'étais dans un orchestre d'étudiants. Et j'avais donc une collection de textes et j'avais trouvé un qui s'appelait Esperar. Esperar. Une fois, je l'avais chanté sur les ondes de France Culture. J'ai chanté la chanson, je lui ai chanté la chanson. J'ai chanté la chanson. Loin de toi, mon amour est triste, loin de toi, mon cœur est un long soupir et pourtant, non, mon cœur égoïste, loin de tes mains voudrait te haïr. Oh, il était enchanté, enchanté. Ça s'appelle en espagnol Esperar. Esperar. Et alors, il était enchanté qu'on ait trouvé cette partition et qui est celle qui apparaît dans le roman et dans la pièce de théâtre. Et d'ailleurs, dans la pièce de théâtre, ils n'ont pas retrouvé le disque. Ça avait été chanté d'ailleurs par des gens comme Patrice et Mario. Enfin, c'est vieux. Hein. Et alors, les acteurs chantent la chanson que je leur avais chantée. Et alors, moi, je connaissais bien la chanson, la musique. Alors, ils chantaient en balayant. Alors, c'est ça. Il fallait que ce soit vivant, que ce soit musical. Il était là avec son oreille. Il était impitoyable. Si, par exemple, je disais un mot, par exemple, comme PD, il n'aimait pas. Alors, je disais tapette. Ah, tapette. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et alors, des choses comme ça. Hein. Et il fallait trouver les mots les plus justes. Et toute la correspondance que j'ai est déposée à Princeton aussi. J'ai 70 ou 80 lettres. Et avec mes brouillons et tout, à l'encre rouge, tout ce qu'il a mis par-dessus, toutes ses réflexions, tout ça, il était perfectionniste, voilà. Et parce qu'on a souvent dit, oh mais Puig, c'est pas un homme de lettres, il a aucun livre dans sa bibliothèque. C'était pas tout à fait vrai. Il avait lu beaucoup par exemple, de livres de psychanalyse. Il s'intéressait de façon scientifique à la chose. Hein. Sauf que dans le El Beso de la Mujer Araña, il s'est inventé une psychanalyste allemande qui s'appelait, comme on dit en allemand, Colombe, Tauber, non, c'est pas ça? Tauber. Alors il invente, et alors il m'avait dit, hein, c'est de la blague évidemment, il invente une psychanalyse qui va justifier le comportement de son personnage, en disant qu'il n'est pas du tout un dégénéré, comme on disait à l'époque, hein, ni un malade, c'est un homme normal. Sauf que dans le roman, il dit « Soy una mujer normal ». C'est ça qu'il dit dans le livre. Hein. Bon. Vous avez contribué à la reconnaissance de son œuvre par vos traductions, par vos nombreux écrits sur son œuvre également. Pourriez-vous nous parler de la réception de Puig en France à l'époque? Est-ce que vous pensez qu'il a été réellement bien compris? Il a eu un certain succès. Il y a eu des thèses universitaires. En particulier, je voudrais signaler celle de Lionel Souquet sur le kitsch dans l'œuvre de Manuel Puig. Lionel Souquet était mon étudiant que j'aimais beaucoup. Et qui a fait sa thèse et même son habilitation sur Puig et sur quelques autres. Et la pièce a été jouée partout. Le studio des Champs-Élysées, c'est quand même une référence. Manuel a fait venir sa maman, Emilia. Elle est venue elle habitait à Rio à l'époque. Et elle est venue parce que son fils était aux Champs-Élysées. Ils se sont promenés sur les Champs-Élysées. Pour elle, c'est comme au cinéma, quoi. C'était un héros. Hein. Et la pièce a été jouée dans toute l'Europe. Et en France, il y a eu au moins une douzaine de mises en scène différentes. Une douzaine, hein, vraiment. Ça a été joué à Avignon 2 années de suite, en off. Ça a été joué à Lausanne par Martine Charlet, qui avait fait une mise en scène extraordinaire, avec les deux personnages qui n'avaient qu'un pantalon de toile, qui étaient nus pour le reste, et qui se tenaient toujours face au public, un peu comme dans la tragédie grecque. Ils ne se parlaient jamais, contrairement à ce qu'a fait Oscar Sisto. Il avait monté la pièce qui a été jouée au Théâtre Sancier pendant 3 mois. Et Oscar Sisto, c'était vraiment assez réaliste. Hein. On voit les hommes faisant l'amour, par exemple. Bon. Dans le roman, la chose n'est pas aussi explicite. Il y avait chez Puig une grande pudeur. Hein. Et une gêne aussi, peut-être, d'une certaine façon. Il n'était pas provoquant, comme aurait pu l'être
par exemple Jean Genet en France, mais c'est un autre pays. Hein. Et il n'est pas du tout comme ça. C'était un homme très réservé, très discret, très pudique. Voilà. Bien. Avant d'aborder l'œuvre de Donoso, enfin vos traductions de l'œuvre de Donoso, je voudrais vous poser une question plus générale concernant l'Association française des traducteurs littéraires. Vous vous lancez dans l'entreprise de fonder cette association dans les années 70. J'aimerais savoir... 72. 72, oui. J'aimerais connaître un peu les origines de cette entreprise et puis vos compagnons de route. Enfin, tout est né de Cabrera Infante, une fois de plus. Quand c'est sorti, Trois Tristes Tigres, j'étais contacté par la SFT, Société Française des Traducteurs, et ils m'ont coopté dans leur bureau, et puis j'ai participé à leurs travaux de 70 à 72. Et en 72, il y a eu la foire du livre à Nice. Je vais là-bas avec mes copines et copains. Il y avait des gens comme Laure Tolary, des gens de grande stature, hein, Laure Tolary, Lily Denis, grande traductrice de russe qui avait une collection chez Gallimard. Et alors, il y avait Claude Noël et Laure Bataillon et Anne Tisserand. On s'était réunis ensemble, on a dit on va faire ces sessions, on en a marre, parce que leurs intérêts étaient plutôt des intérêts techniques. Il y en avait qui étaient traducteurs juridiques, traducteurs médicaux, traducteurs dans la pétrochimie. Nous, on était traducteurs littéraires. Donc on a réussi à se scinder, et on avait pris 2 parrains dans cette association. Et là, vous ne serez pas étonnés, il y avait Maurice Nadeau et Claude Simon. Alors Claude Simon était un type merveilleux, il avait une carte d'identité. Il dit, regardez, moi je suis viticulteur, c'est marqué dessus. Claude Simon, viticulteur. Et donc, c'est là qu'on a commencé. Et c'était important parce que ça donnait un boom aussi à la traduction en France. On s'est réunis, on a publié un annuaire des traducteurs, on a encouragé ça. Et puis surtout, c'est là que, grâce à Gattegno, qui était au Centre national des lettres à l'époque, on a inventé un contrat type pour la traduction qui permettait aux traducteurs de gagner un peu plus d'argent et d'avoir plus de reconnaissance, de statut. C'est là qu'on a créé le statut du traducteur, grâce à la TLF. Voilà. Bien, et pourriez-vous nous parler un peu plus de vos collaborations avec Laure Bataillon, justement, qui a Laure Bataillon, c'était comme une sœur. Je l'adorais. Hein. Je l'adorais, on s'entendait très très bien. On s'entendait très bien avec son fils, Philippe, dont le papa, Marcel Bataillon, avait été notre maître dans l'hispanisme. Tout ça se tient énormément. Hein. Alors, Laure Bataillon, elle était très scrupuleuse, elle avait un sérieux incroyable, et elle a fait quelque chose qui peut être utile dans ce type d'exposé. Elle travaillait avec Cortázar, elle était petite de taille, et Cortázar mesurait 2 mètres de haut. Hein. Alors, il s'asseyait à la table, et elle prenait le texte de Cortázar, elle commençait à le traduire en français, et quelquefois, elle débordait. Les traducteurs débordent, autrement, ce ne sont pas de bons traducteurs. Et à ce moment-là, cette efflorescence permettait à Cortázar de réécrire son texte. Et alors, il reprenait les phrases françaises, et je suis sûr de ça. Laure Bataillon a suggéré à Julio certaines modifications de ces textes. Parce que ces textes étaient publiés d'abord en français, très souvent, et ensuite en espagnol. Il a été lancé à Paris, grâce à Huguet Carvelis. Hein. C'est elle qui a fait la gloire de Julio Cortázar. Et donc, Laure Bataillon a joué un rôle déterminant. Elle a également joué un rôle déterminant. Elle a découvert Onetti, elle a traduit El Astillero. Et pour lancer El Astillero, elle avait demandé à Max-Paul Fouché d'écrire la préface. Elle a lancé. Hein. Et après, on a traduit. Moi, j'ai traduit Junta Cadáveres, j'ai traduit La fiancée volée, La novia robada. Et j'ai traduit également Quando entonces de Onetti, c'est alors que. C'est à l'époque de Bianciotti, ça. C'était Bianciotti qui m'avait fait traduire ça. C'est Bianciotti qui m'a fait traduire tout Onetti. Hein. Il adorait Onetti. Et donc, Laure Bataillon a joué un rôle déterminant dans la découverte des écrivains, de Saër, de Puig. C'est elle qui, la première, a traduit la tradition de Rita Hayworth. Alors, donc, elle a eu un rôle moteur dans la traduction française. Dans l'histoire de la traduction française, il y a eu Claude Couffon, il y a eu des gens comme ça, puis il y a eu Laure Bataillon, certainement. Bien, nous allons aborder l'œuvre de Donoso. Elle a eu en France une trajectoire quelque peu entrecoupée après la publication en 72 de L'obscène oiseau de la nuit. Traduit par Didier Coste, voilà. Oui, je me souviens bien, oui. L'œuvre de Donoso passe aux éditions Calman-Lévy en 74. Savez-vous pourquoi? Voilà. Alors, Alors chez Calman-Lévy,
Kalman Levy, j'étais ami avec le directeur qui s'appelait Alain Ullmann, décédé maintenant, qui était comme un frère pour moi. Et donc j'ai exercé un peu, j'ai fait des lectures. Je fais des lectures pour lui. C'est là qu'on a publié El Mundo para Julius. Et il aimait beaucoup Alfredo Bryce. Le soir, on se réunissait, on buvait beaucoup d'ailleurs avec Alfredo et avec Alain Ullmann. Alors, il m'avait fait faire des lectures. Il avait eu des manuscrits de Donoso. Et donc le premier, ça a été El lugar sin límites. Alors, quel est le rapport avec ce que je faisais? C'est moi qui lui ai proposé, j'avais fait mon rapport de lecture, c'est que El lugar sin límites a été un film dont le scénario a été écrit par Manuel Puig. Alors, quand Manuel Puig écrit un personnage qui s'appelle Molina, il faut savoir que c'est parce que le personnage de El lugar sin límites s'appelle Manuela et qu'on appelle la Manuel. Il s'appelle Manuel, c'est un travesti de cabaret qui a une fille. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ça m'a rappelé un peu le film de Ettore Scola, Une journée particulière avec Mastroianni et Sophia Loren. C'est cette histoire d'un homosexuel qui finalement couche avec Sophia Loren. Et alors, il m'a inspiré Mastroianni dans Le baiser de la femme araignée, parce que dans une journée particulière, il apprend à danser la rumba et il a dessiné des pas par terre. 1, 2, 3. Et alors, il faut voir Mastroianni dans le film qui se déhanche avec ses pas pour faire la rumba. Et quand j'ai écrit Esperar, quand j'ai repris la chanson, j'ai demandé aux acteurs de faire comme Mastroianni, de se tortiller un petit peu en dansant, quoi. Et alors, dans El lugar sin límites, la Manuela donc, a eu un enfant, une fille un peu... Comme tout l'univers de Donoso, c'est un personnage de monstre, de nain. Il n'était pas grand de taille. Hein. Il y a beaucoup de nains dans la famille. On disait que c'était une maladie génétique des Donoso. Et donc, je fais un rapport de lecture, mais j'avais beaucoup de choses à faire et je n'ai pas pu le traduire. Alors, je l'ai donné à une amie, et je suis fier de lui avoir mis le pied à l'étrier, si je puis dire. C'est Aline Schulman. Donc, c'est Aline Schulman. Elle n'avait rien à l'époque, elle s'ennuyait un peu, et donc, elle est devenue une très grande traductrice. D'une certaine façon, j'en suis responsable. Elle a traduit donc Ce lieu sans limite, voilà. Et après, il y a eu Casa de Campo, que j'ai traduit. Après, il y a eu... avant Casa de Campo, il y a eu Este Domingo, voilà. Ce dimanche-là, qui a fait l'objet d'une adaptation théâtrale qui a été montée à Genève. Je ne me souviens plus du nom, c'est un Argentin, qui a eu beaucoup de succès. La pièce a duré 3 mois à Genève, ce dimanche-là. Et après, il y a eu Casa de Campo. Et puis après, il est sorti de Kalman Levy, ça a été publié par... Tony Cartano, je crois, aux presses de la Renaissance, c'était la mystérieuse disparition, la misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria. Il faut prendre son souffle pour dire ça. Voilà, qui est un roman érotique, qui est un peu une parodie des romans érotiques qu'on faisait en Espagne au début du XXe siècle. Oui, et justement, là, nous sommes déjà dans les années 60. Fin des années 70-80, il y a donc une certaine interruption dans les publications de son œuvre en France. Oui. Donoso obtient le prix en Espagne, un prix pour Casa de Campo en 80. Est-ce que vous pensez que c'est ce prix qui est à l'origine d'un regain d'intérêt pour son œuvre en France, ou est-ce que c'est la dimension politique de cette œuvre aussi qui a peut-être suscité un... Le livre est très bien écrit, c'est magnifique, les graminées, le thème de l'anthropophagie qui est assez courant dans l'Amérique latine, parce qu'on retrouve chez Vargas Llosa. C'est quand même une fille qui tue sa sœur, qui l'a fait cuire au four, qui dit à son père, regarde, et elle ouvre le four et on voit la tête de la fille dans le four, c'est horrible. Et il y a beaucoup de choses monstrueuses dans le Casa de Campo. Cette monstruosité-là a une dimension politique, et c'est cette dimension qui a fait le succès de Casa de Campo, parce que je crois que la 4e de couverture indiquait qu'il y avait dans le personnage du Adriano, je crois, qui s'appelle, le personnage du médecin qui est enfermé, qui est fou, qui est enfermé dans cette maison de campagne, il y avait les propres paroles de Salvador Allende. Alors on a dit que c'était Allende qui était là, ce fou prisonnier, et puis la révolte des uniformados, des domestiques, tout ça, on a dit, oui, le chef des domestiques, oui, c'est Pinochet, etc. On a fait une assimilation rapide, hâtive, qui n'était pas exacte, naturellement pas.
parce que de toute façon, Donoso est un rêveur, c'est un poète, c'est un type il avait un monde fantasmagorique extraordinaire dont il a donné toute la mesure dans El obsceno pájaro de la noche, et qu'on retrouve dans toute son œuvre. Bien, vous réalisez ces traductions de Donoso à 4 mains avec Mathilde Bensoussan. Oui. Comment se déroule ce travail? Avez-vous également collaboré avec Donoso dans le cadre de ces traductions? Il vivait à l'époque en Espagne, d'ailleurs. Oui, il vivait à Calasaïté chez, d'ailleurs, Didier Coste. C'est ça, Didier Coste avait acheté sa maison. Hein. Et j'ai eu des rapports assez bizarres avec lui. J'ai connu un ami intime qui s'appelait Ruskin, un New-Yorkais, à qui est dédiée une œuvre, Tres Novelitas Burguesas. Il n'avait pas un rond, Donoso était pauvre. Et donc c'est ce monsieur Ruskin qui avait gagné une fortune avec une seule chanson qui avait été chantée en France par Nana Mouskouri. Tout le monde la connaît. La 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 la. Des millions et des millions avec un truc, un tube comme ça a été chanté par Ivan Rebrov, Nana Mouskouri. Dans le monde entier, il m'avait donné le nom de tous les chanteurs. Alors c'était l'ami intime de Donoso, et avec lui, j'ai appris énormément de choses sur José Donoso. Donc je le connaissais aussi par lui, parce qu'on s'est parlé quand même, et par la bande. On s'est parlé très peu, très très peu. C'est un homme très distant, un aristocrate, était un peu loin, quoi. Voilà. Je n'ai pas eu le même rapport avec Donoso que j'ai eu, cette intimité que j'ai eue avec Vargas Llosa, Puig, Bryce et Cabrera, bien sûr. Quelles sont pour vous les difficultés de la traduction de l'œuvre de Donoso? Eh bien, et je pense que c'est le rythme. Il a des phrases assez longues, hein, surtout dans Casa de Campo. Et il fallait, parce qu'en français, c'est terrible, les phrases longues. Hein. Vous avez les correcteurs d'édition qui mettent des points partout, des points-virgules. Le point-virgule est une abomination. J'aime pas beaucoup. Je crois que j'en ai jamais mis, ou presque jamais. J'ai horreur du point-virgule. Ou bien on met un point, ou bien on met une virgule. Ou alors on met des tirets. Aujourd'hui, on met beaucoup de tirets. Par exemple, Vargas Llosa met des tirets partout maintenant. Bon, c'est nouveau. Et alors, il avait des phrases très longues. Il fallait essayer de trouver un rythme qui permettait au lecteur français de ne pas se décourager en chemin. Voilà. Donc, j'ai essayé de rendre un peu ce rythme. Mais j'avais évidemment l'expérience antérieure, parce que Donoso est venu dans ma vie après Cabrera. J'avais déjà traduit Vargas Llosa, Puig, Alfredo Bryce, qui m'a beaucoup marqué. Hein. Et puis, bon, il est venu après. Voilà. Bien, pour finir, ce dimanche-là, comme vous l'avez dit, a été adapté au théâtre par l'Argentin Roberto Salomón à Genève. Ah oui, c'est ça, Roberto Salomón, oui. J'étais en contact avec lui, oui, oui. Avez-vous collaboré justement pour l'adaptation de la traduction pour la mise en scène? Non, pour la mise en scène, absolument pas. Contrairement au Baiser de la femme araignée, où là, j'assistais aux répétitions, parce que la traduction théâtrale, c'est quand même une chose très spéciale, parce que on écrit, mais ensuite, il faut mettre en bouche les phrases. À ce moment-là, les acteurs n'arrivent pas. Quand on écrit, on n'entend pas toujours. Puis on n'est pas acteur, nécessairement. Je vous donne un exemple. Je me souviens d'un texte chilien, d'ailleurs, je ne sais plus de qui, et on disait « les échafaudages ». Et l'acteur qui disait ça, il a accroché. Il disait « les échafaudages ». Alors, on a dit « l'échafaudage ». On entend le pluriel dans l'échafaudage, n'est-ce pas? Alors, donc, il y a toujours la mise en bouche. Je me souviens j'ai traduit Griselda Gambaro, une grande Argentine, hein, et qui a été jouée au théâtre de Nesle par Mirande à Paris. Et l'acteur qui jouait, il se regarde dans la glace et il dit que stupido, je crois, ou quelque chose comme ça, qu'un imbécile je fais. L'acteur se regarde dans la glace et puis il me regarde et me dit quel con. J'ai dit c'est merveilleux, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. L'acteur, quelquefois, trouve le mot qu'il faut. Hein, voilà. Il faut faire confiance aux acteurs. Bien, Albert Bensoussan, on va terminer cet entretien avec votre travail auprès de Mario Vargas Llosa. Pour commencer, donc, en 1972, vous êtes contacté par Mario Vargas Llosa pour traduire Les Chiots. Ce travail signe le début d'une collaboration qui fait de vous le traducteur attitré de l'écrivain péruvien. Pouvez-vous nous parler de ses débuts et en sachant que ce petit roman
est porteur de l'expérimentation narrative qui caractérise ce premier moment de l'œuvre de Vargas Llosa. Oui, c'est une charnière. Les chiots, Los Cachorros, c'est une charnière dans ma façon de voir les choses parce que je n'avais jamais lu quelque chose comme ça, c'est-à-dire un livre très court, il n'y a que 6 chapitres, 70 pages, dans lequel Vargas Llosa se lance dans une expérimentation d'écriture qui n'avait pas encore tout à fait inventée, qui consiste à... Il n'y a pas seulement des sauts chronologiques entre le passé et le présent, mais il y a des sauts dans la personne qui parle. Llevábamos pantalón corto et iban al colegio, etc. Il mélange constamment la troisième personne et la première personne du pluriel. Alors quand j'ai commencé à traduire ça, comme tout bon hispaniste, je cherche la synthèse. En France, on est obsédé par la synthèse, toujours. Alors je dis, bon, alors il y a nous, il y a il, eh bien c'est très simple, on va dire on. On allait à l'école, on portait des pantalons. Et puis, une fois que j'ai traduit ça, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche. D'abord, c'est pas très beau. C'est pas très beau. Ça manque de personnalité. Psychanalytiquement, ça indique une forme de folie. Et les gens qui disent on tout le temps, c'est des gens qui refusent de dire je. Et alors, j'ai tenté, j'ai dit, nous portions des pantalons courts, des shorts, ou je ne sais plus comment j'ai traduit, et puis ils allaient à l'école, nous, ils. Et puis, une fois que j'ai fini, je me suis aperçu que finalement, le lecteur ne serait pas complètement désarçonné. Alors, les chiots, ça m'a permis de maîtriser cette audace de Vargas Llosa, de l'adapter en français. Alors, on me dirait, il n'y a aucun mérite, c'est littéral. Mais non, c'est passé d'abord par une étape intermédiaire qui était une étape qui gommait complètement l'innovation de Vargas Llosa. Et c'était bien les débuts de cette collaboration. C'était quand même quelque chose de particulier de commencer avec ce petit roman. Ben oui, j'aurais pu commencer par le premier livre qu'on m'avait proposé de lui, c'était Conversation à la cathédrale. Et Gallimard me l'avait proposé à l'époque. Et quand j'ai dit, ben oui, je suis d'accord, il me dit, ah ben c'est trop tard, ça a déjà été signé avec Bernard Cézé. J'ai dit, bon, ben tant pis. Et alors, Bernard, c'est un ami. Et quand il y a eu Los Cachorros avec Los Jefes, et s'est posé la question de savoir qui allait traduire ça. Et Cézé m'a dit, bon ben écoute, je te laisse Los Cachorros, laisse-moi Los Jefes. Et on s'est partagé, et ça a été la dernière collaboration de Cézé avec Vargas Llosa. Alors après, il y a eu après les Cachorros, il y a eu la Tia Julia et l'Escribidor, et puis après, il y a eu cette rupture par rapport à l'œuvre de Vargas Llosa qu'a représenté Pantaleón y las Visitadoras, où pour la première fois, l'écrivain qui avait un grand sens du réalisme sérieux, droit dans ses bottes, comme on dit maintenant, c'est de l'orthonymie, il ne faut jamais dire ça dans une traduction. Et il a introduit l'humour, la distance, la fantaisie. Moi, j'ai adoré, quand j'ai traduit Pantaleón y las Visitadoras, je m'étais mis dans une pièce à part. Il paraît qu'on entendait mes éclats de rire. C'était tellement drôle, ce livre. J'ai adoré ça. Mais j'ai adoré la Tia Julia, bien sûr, avec le personnage de Marito, Varguitas, cette façon qu'il avait de se moquer de lui-même, de prendre une distance. Et bon, en français, j'ai essayé de rendre un peu tout ça. Donc, en fait, de toute l'œuvre romanesque de Vargas Llosa, vous avez traduit presque tout, on va dire, sauf La ville et les chiens, La maison verte et Conversation à la cathédrale au début, donc vous ne l'aviez pas eu. Ça m'a échappé, oui. Cette traduction, mais vous l'avez retraduit. Oui, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est traduire cette œuvre qui était le troisième roman, maintenant? Oui. Quelle était cette expérience-là? Eh bien, c'est une expérience qui, finalement, par rapport à Los Cachorros, il y avait là la mise en œuvre sur un très long parcours d'une technique romanesque, et qui était une technique où les voix s'entrecroisaient, les niveaux chronologiques étaient entrecroisés également, et ça demande une certaine bonne volonté de la part du lecteur. Il faut que la traduction permette de passer d'un plan à l'autre sans trop de heurts. Alors, bon, ça c'est au lecteur de dire si c'est réussi ou pas. Mais la traduction, je crois qu'elle a été voulue comme le plus près possible du texte et de la volonté de l'auteur. Et il y a surtout, par rapport à la première traduction, toutes les retraductions sont en fait des dépoussiérages, parce que la langue française connaît différents niveaux. On ne traduit pas aujourd'hui comme on traduisait il y a 30 ans.
Le meilleur exemple de ça, c'est Roa Bastos, qui a refait 3 fois la traduction, qui a fait refaire 3 fois la traduction de Hijo de Hombre, ou Kundera, qui a refait faire 3 fois la traduction de La Plaisanterie. Là, le français est une langue qui évolue, et comme toutes les langues, et donc à un certain moment, il faut refaire, il faut arranger. Voilà. Le seul roman que vous n'avez vraiment pas traduit du tout. C'est La Maison Verte. Et vous auriez voulu le traduire, ce Ben roman? oui, j'aurais bien aimé, oui, parce que c'est intéressant. La Maison Verte est une chose formidable. On parle tellement de harcèlement sexuel et des petites filles, tout ça. C'est un livre sur la lutte des classes, l'exploitation de l'homme et de la femme par l'homme et des petites filles, tout ça dans le roman, ça m'avait paru extraordinaire. Et puis il y avait toute l'expérience que Mario a développée par la suite de son séjour en Amazonie. Voilà, qu'on retrouve. Alors là, pour moi, un livre extraordinaire. C'est dommage que dans la Pléiade, on ne l'ait pas mis. C'est El Hablador. Ben, El Hablador, c'est un livre extraordinaire, quoi, hein, parce qu'il y a dans El Hablador, il y a l'invention d'un langage qui, en espagnol, est le langage des Amazoniens, et en français, naturellement, ça doit correspondre à ce langage-là. Dans ma traduction, pour essayer de donner l'étrangeté, il fallait rendre l'étrangeté du langage de El Hablador des Indiens. Tasurinchi, tout le monde s'appelle Tasurinchi. C'est le on dont je parlais tout à l'heure. Il y a une dépersonnalisation constante. Et alors, quand il s'exprime, il faut donner cette expression d'étrangeté de l'espagnol. Il ne parle pas comme les autres. Et donc, dans ma traduction, j'ai multiplié les gérondifs. Ils sont toujours à parler aux gérondifs. Donc c'est une action en train de se faire qui va bien pour un peuple en marche, puisque dans El Hablador, ce sont des gens qui vont chercher le soleil, qui va se coucher. Alors, ils courent derrière le soleil, et puis il y a Moïse avec eux, qui est ce personnage de Suratas, n'est-ce pas, qui les guide, qui est une espèce de prophète. Hein. C'est un livre merveilleux, merveilleux. Oui. Oui. Maintenant, on va parler du rapport avec l'auteur. Lorsque vous traduisez, lorsque vous traduisez Mario Vargas Llosa, il y a des rencontres, des échanges, des séances de travail avec lui. Comment ça se passe, où ça s'est passé? Est-ce que ça a évolué aussi, ce rapport avec Vargas? Alors moi, quand je l'ai connu, il était très jeune. Il était connu, bien sûr. Il avait eu beaucoup de prix. Mais quand j'ai traduit Los Cachorros, il vivait à Barcelone à l'époque. Il était voisin de García Márquez. Hein. Et donc, j'étais allé le voir là-bas. Et ce qui m'avait frappé d'ailleurs, c'est qu'il ne buvait pas d'alcool. Et il avait pris Manzanilla, je crois. C'est ce qu'il boit dans la Tia Julia. Il prend que des tisanes. Alors, ça m'avait paru curieux. Et alors, on avait parlé, j'avais montré mon texte. Alors, ce texte, il l'avait pris avec lui, il avait ajouté des petites choses dans la marge. Et ce manuscrit se trouve à Princeton, annoté par lui. C'est le seul qu'il ait vraiment annoté. Ensuite, c'est un homme célèbre. Il a été traduit dans 20 langues, ou je ne sais pas, 30 langues peut-être. Et donc, certaines langues, il les maîtrisait à peu près. On sait qu'il a appris l'allemand aussi. Hein. Il était capable de lire la traduction allemande à peu près. Hein. L'anglais, l'allemand, le portugais, le français, l'italien. Il arrivait à peu près. Et donc, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il faisait confiance. À partir du moment où il avait donné son visto et bueno, il se lavait les mains. Et donc, les seuls rapports que j'ai eus avec lui, c'était des fois pour des titres. Trouver un titre. Par exemple, pour Lituma en Los Andes, ça a été compliqué. Parce que les Allemands avaient traduit La mort dans les Andes, Der Tod, je ne sais pas comment on dit, les Anglais aussi, ce Death in the Indies. Et moi, j'avais proposé La mort dans les Andes, la même chose. Et alors, chez Gallimard, on m'a dit, ah non, la mort, non, parce que vous comprenez, la mort est mon métier, une mort si douce, on a tellement de livres qui commencent par la mort, on ne peut pas. Puis c'est pas vendable, la mort. Alors donc, j'ai traduit par Lituma dans les Andes. Mais on a été de la même façon pour Cinco Esquinas, il a fallu batailler. On avait publié, j'ai fait ça avec Daniel Lefort, on a proposé au moins 30 titres différents que Mario a eu entre les mains, et finalement on a traduit par Aux 5 rues, parce que la géographie de la ville était capitale, quoi, hein. Mais c'était compliqué, Cinco Esquinas, le coin en français. 5 coins, ça ne va pas. Les coins ne vont pas. Et pourtant, esquina est un mot typique de Vargas Llosa, puisque il y a El Paraíso en la otra esquina. Il y a toujours l'esquina, il est obsédé par les coins. Hein, c'est curieux. Hein. Alors ça se perd évidemment, et d'ailleurs dans El Paraíso en la otra esquina,
on a traduit par un peu plus loin. Un peu plus loin. Parce que les personnages tournent, c'est une poire, une ronde des petites filles. Alors, où est le paradis? Il est la otra esquina, il est un peu plus loin. Voilà. Ça revenait au même. Hein, voilà. Et voilà. On avait mis un tiret. Il aime bien les tirets, Mario, donc le titre lui avait plu. Maintenant, le titre dont je suis plus fier, c'est Travesuras de la Niña Mala. Parce que ça c'est dur à traduire. Travesuras, ça a été traduit par les espiègles en allemand, Spiegel, je crois, ou des trucs comme ça. Et ce n'est pas l'espièglerie du tout. Elle est rusée, elle est perverse. Hein. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée de dire tour et détour. Parce qu'en français, on dit. Et Yves Montand qui chantait « Font des tours et des tours dans Paris hein, ». Vous connaissez la chanson. C'est des fois des choses comme ça qui sont dans l'oreille. Hein. Des tours et des tours. Pour un Français, tour et des tours, ça va tout seul. C'est comme si c'était un seul mot. Et si on calcule le nombre des mots, parce que j'étais toujours obsédé par ce que j'appelle l'équilibre des volumes, eh bien, si vous calculez bien, Travesuras de la Niña Mala, il y en a 10. 10 syllabes. Tour et détour de la vilaine fille. 10. Bah, ça vaut 10 sur 10, voilà. Très bien. Vous avez défini votre rapport à l'auteur, quel qu'il soit, comme un rapport presque amoureux, d'identification totale, relation dans laquelle le traducteur devient une sorte de double, d'ombre de l'auteur. Comment cela se manifeste-t-il avec Mario Vargas Llosa, auteur dont vous avez traduit non seulement les œuvres de fiction, mais aussi les essais, les articles, les discours? Même celui du Nobel. Oui. Ouais. Au début, quand j'avais commencé à traduire, j'avais écrit un article sur... Et ça avait amusé tellement Suzanne Gilles Levine, elle l'a repris dans Subversive Scribe. Le traducteur est femelle, femelle. Le traducteur, d'abord, le traducteur n'existe pas sans l'auteur. Il a toujours une position d'infériorité. Et le traducteur, surtout à l'époque où on ne mettait pas le nom du traducteur nécessairement sur la couverture, il n'existe pas, il est dans l'ombre. Et la chose m'est apparue le plus clairement possible lorsqu'on a monté... C'était à Bordeaux, Signorita des Tacna, la Signorita des Tacna. Et alors, on avait monté ça, et Mario était au premier rang, et moi je m'étais mis au deuxième rang, juste derrière lui. Et ça m'a apparu être exactement la position du traducteur. Il est grand, je suis petit, il est devant, je suis derrière. C'était son ombre rétrécie. L'ombre est toujours, enfin souvent, ça dépend de la position du soleil, est plus petite que le modèle. Donc le traducteur, j'avais fait un article pour Nado justement, portrait du traducteur en jeune singe. J'avais pris, c'est une paraphrase d'un titre très célèbre naturellement, portrait du traducteur d'ailleurs qui se trouve chez Cabrera Infante, portrait du traducteur en jeune singe. Je suis le singe de Mario, j'essaye d'imiter, je fais les mêmes grimaces que lui, j'essaye de parler fort comme lui, et en prenant une voix un peu aiguë. J'ai traduisé quand j'ai commencé à traduire, surtout pour la tante Julia, ça commençait là, je faisais à haute voix, en criant. J'essayais de faire Camacho, tout ça. Hein. En cada vagina yace un escritor. C'est une parodie de Flaubert, hein, qui dit à son jeune ami, ne te marie pas parce que dans chaque vagin se trouve chaque vagin est la tombe d'un écrivain. Et alors, Pedro Camacho reprend cette phrase et la donne au jeune Varguitas pour lui dire « Ne te marie pas, ne te marie pas ». Et ça m'avait tellement amusé. Alors je lisais ça à haute voix pour essayer de trouver en français quelque chose qui ressemble un peu au texte espagnol. Et surtout, j'essaye de trouver la même longueur de phrase, parce qu'on dit toujours que dans la traduction, il y a un pourcentage d'efflorescence qui est de l'ordre de 10%. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se fait toujours, les éditeurs, quand ils calculaient les droits d'auteur, ils comptaient toujours 10% de plus que les signes de la langue originale. Et c'est la vérité. C'est la vérité. La traduction a tendance à en dire un peu plus. Hein, à en dire un peu plus. Et alors, j'essayais toujours de cadrer mon texte. Par exemple, íbamos al Colmena a tomar cafecitos. Alors, le Colmena, c'est le petit bar qui se trouve à côté de la maison de radio où travaillait Mario quand il était journaliste. Et ça, on le trouve dans la tante Julia. Alors, à tomar cafecitos, voilà une difficulté de traduction. Alors, on peut traduire à prendre des petits cafés. Mais les petits, d'abord, chez Mario, il y a un jeu avec le diminutif. Par exemple, un champancito compañerito, je crois que c'est comme ça qu'il dit. Il se moque de ce qu'on appelle la guachaferia, cette espèce de ridicule du langage, de prétention du langage qui caractérise la jeune bourgeoisie liménienne. Alors,
Tomando cafecito, j'ai traduit finalement à siroter des cafés. Au lieu de faire porter le diminutif sur le mot, j'ai essayé de trouver un verbe expressif qui ressemble un peu à un diminutif. Siroter, c'est boire par petits coups. Quand on sirote, on n'avale pas. Hein. Alors quand on boit. Mais quand on sirote, un petit coup, comme ça, on sirote. Mastroianni, il sirotait les cafés. Il prenait des ristretto et il prenait des petites lèvres. Et toutes ces choses me sont utiles. Tout ça m'est utile quand je traduis toute la vie qui m'entoure, tout ce que j'ai vécu. Et j'essaye de le mettre là-dedans. Voilà. Donc siroter des cafés me paraissait bien. Et Jean-Claude Chevalier, j'en parle toujours parce qu'il a écrit l'horlogerie de Saint-Jérôme. C'est un grand essai sur la traduction qu'il a publié. Et il sanctionne l'orthonymie, cette tendance des traducteurs à vouloir faire beau. C'est la même chose qu'on trouve chez Kundera dans les Testaments trahis. Il dit le traducteur ne veut pas faire juste, il veut faire beau. Il veut se parer des plumes de Pan. Il veut montrer, regardez comme je traduis bien, regardez comme j'écris bien. Alors il sanctionne ça, Kundera. Il dit que c'est ça la trahison des Testaments trahis, c'est ça. Alors j'avais tout ça à l'esprit. Voilà. Oui, justement, ça nous permet d'aborder un autre point, la langue du traducteur. Oui. Traduire Mario Vargas Llosa, traduire un écrivain du boom, était traduire un écrivain de plus à ce moment-là. Quelles difficultés, quels défis ont impliqué pour vous ces œuvres? On pouvait rendre le parler péruvien, justement, ou qu'est-ce que c'était comme défi, cette langue, cet espagnol péruvien à ce moment-là? Voilà. Est-ce qu'elle était une langue novatrice et au niveau de la traduction, est-ce que ça voulait dire faire violence à la langue française? Oui. Oui, une fois j'avais dit ça en Colombie, j'ai dit ben, le colombien, les gens d'Amérique latine ont un rapport conflictuel avec l'espagnol de la métropole. Et alors, oh là là, à l'université de Bogota, oh là là, on m'a dit mais nous on parle très bien l'espagnol. Su mercecita se equivoca. C'est comme ça qu'on parle hein, à Bogota. Su mercecita. Ils ont gardé su merced. Hein. Alors, donc, il est vrai que cet espagnol d'Amérique latine a une. C'est comme le français du Québec ou le français des Antilles, qui est très utile. Le français des Antilles a été très utile pour traduire, par exemple, García Márquez, pour traduire des gens qui étaient dans l'ère des Antilles, Cabrera Infante. Avoir à l'esprit le français des Antilles aide énormément à trouver des mots. Alors, pour Vargas Llosa, il y avait ce côté qui est toujours fréquent chez lui dans le parler des gens, de Lima, le côté prétentieux. Hein, sauf quand quand ce sont les Amazoniens. Bon, il y a toutes sortes de langages, hein, mais le fond du langage, c'est quand même le langage huachafo. Hein. On le trouve dans Travesuras de la Niña Mala. La huachaferia, elle est partout là-dedans. Et puisque c'est une fille qui veut faire bien, elle se fait passer pour chilienne, elle change son accent, c'est difficile. Hein. Et alors, je ne sais plus très bien comment j'ai fait, mais j'ai essayé de trouver justement une certaine étrangeté. Parce que on a écrit des études aussi sur le respect de l'étrangeté. Lorsqu'on traduit un texte d'une langue étrangère et d'un pays étranger, il ne faut pas que le français ait l'impression de lire un texte qui a été écrit par le français. Alors, cette idée a été mise au clair, surtout par exemple quand on a parlé des 1001 nuits. On a opposé la traduction de Galland à la traduction de Mardrus. Dans Galland, ils ont tous des dentelles, voilà, Scheherazade. Et Scheherazade, bon. Alors que chez Mardrus, on dit Scheherazade, et puis on emploie des mots arabes, par exemple le mot zep, des trucs comme ça, comme aujourd'hui, bon, tout le monde connaît Podzébi, etc. C'est rentré dans la langue française, mais à l'époque, Mardrus, c'est 1899. Hein. Et donc, ça a été la leçon. Mardrus a été la leçon de la bonne traduction. Il faut donner un caractère étrange à la langue. Voilà. Alors, par toutes sortes de procédés. Des fois, on peut garder des mots étrangers, des choses comme ça. On essaye de donner l'idée que ça ne se passe pas à Paris. Hein. Voilà. Une fois, j'avais lu un roman chilien, Los Cholos, ça s'appelait. Et tous les garnements qui parlaient en argot de Santiago, ils avaient l'air de parler l'argot de Belleville. Ah ben dis donc, bon gars, on va s'en payer une. Bon alors pour le Chili, ça va pas du tout, quoi, vous comprenez. Et il faut trouver le ton, il faut trouver les mots qui permettent au lecteur français de se transporter dans un autre pays. Voilà. Alors pour Vargas Llosa, c'est ce que j'ai essayé de faire, évidemment. Mais est-ce que par exemple au début, c'est-à-dire en 70, cette langue-là
était une langue, bon, par rapport à l'espagnol normatif, on va dire, c'était un changement. Hein. Pour un traducteur français, il fallait faire des choix. Exactement. C'est exactement ça. La traduction de la travesura, c'est beaucoup plus tard, non? Donc il y a plein de choses qui ont été admises. Non, le premier, ça a été Les Chiots, qui a été quand même une révolution du langage. Et le livre n'a pas été mal reçu en France, malgré tout. Tout le monde a compris. Bon, il faut dire qu'il y avait eu, avant Vargas Llosa, il y avait eu un grand écrivain, qui s'appelle Faulkner, quand même, avec les dialogues alternés, les voix comme ça. Faulkner a beaucoup compté pour Mario dans La Ville et les Chiens. C'est le modèle primordial, hein, voilà. Voilà. Et puis tous les Sud-Américains avaient lu Les Palmiers sauvages, hein, qui avait été traduit par Borges, hein, en espagnol. Voilà. Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous avez eu besoin de vous battre pour vos choix de traduction auprès de l'éditeur, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des cas où... Non, j'en ai pas de grands souvenirs, non. J'ai eu des relecteurs, par exemple, Annie Amberny était merveilleuse, hein. Elle était merveilleuse. Quand j'ai donné Éloge de la Marâtre, il n'y a pas eu un mot qui a été changé. Il faut dire que Éloge de la Marâtre est un livre alors savoureux. Qu'est-ce que je rigolais avec ce livre. C'est tellement drôle comme livre. Et Mario il s'est amusé là. Et d'ailleurs, c'est un livre, c'est une bluette, quoi. Quand on pense que pendant la campagne électorale, on a lu des passages en disant « Vous n'allez pas voter pour un type qui écrit des cochonneries pareilles. Hein, » voilà, bon. On n'avait rien compris, évidemment. Bien. Question autour de la traduction, du temps qui passe. Quel regard a le traducteur, justement, de ces traductions au fil des années? Avez-vous l'impression que vos traductions de l'œuvre romanesque de Vargas Llosa tiennent la route face au temps qui passe? Est-ce que votre manière de traduire Vargas Llosa a évolué au fil des décennies? Lui-même a évolué. Hein. Je dirais que c'est quelque chose qu'on constate chez tous ces écrivains qui ont vécu hors de leur pays, chez Puig en particulier. À un moment, leur langage leur échappe, le langage initial leur échappe. Puig, à la fin, ne savait plus les expressions argentines de son enfance, ils avaient oublié. Il avait même oublié la topographie de Buenos Aires à un moment. Et Mario, petit à petit, s'est trouvé un peu loin de son langage initial. Il a essayé de le récupérer justement dans Cinco Esquinas. Il a fait l'effort. Il y a une espèce de nostalgie dans Cinco Esquinas du langage qu'il parlait quand il était plus jeune. Alors, donc, le style a évolué. Et je dirais que la traduction en est un peu plus facile. Hein. C'est un peu plus facile. Son langage est moins compliqué aujourd'hui qu'au début. C'est plus simple. Il va vers plus de sobriété. Il fait toujours des phrases très longues. Ça, on ne peut pas l'empêcher de mettre des tirets et des incises. Et il y a des phrases qui font une demi-page. Hein. Bon, alors, on ne va pas lui reprocher en France. On a Proust. Ça va plus loin. Hein, voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu des œuvres qui vous ont posé plus de problèmes que d'autres, plus de défis, hein? Je parle toujours de l'œuvre de Vargas Llosa. Je pense, par exemple, à la traduction de La guerre de la fin du monde, qui est un cas à part. C'est un cas à part, parce que dans La guerre de la fin du monde, ça se passe à Canudos, donc c'est au Brésil. Et il y a tout un aspect de l'histoire du Brésil, du passage de la monarchie à la République, avec la révolution que ça représentait et la révolte du peuple qui ne voulait pas accepter, par exemple, le recensement ou le système métrique ou des choses comme ça. On imagine l'Angleterre également comme ça. Et donc, il se lance dans une aventure où les gens parlent en portugais du Brésil, et lui, il va hispaniser tout ça. Par exemple, il parle de las hermanas sardelinhas. Alors, il l'écrit avec N tilde. Est-ce qu'en français, ça a un sens? Dans ma traduction, ça s'écrit S-A-R-D-E-L-I-N-H-S, sardelinhas, à la portugaise. Et par exemple, il parle du baron de Canabrava. En portugais, c'est Canabrava, etc. Donc, il y avait ce parti pris d'espagnolisation des mots portugais. Et moi, j'ai donc remis les mots portugais qui correspondaient. J'ai re-brésilianisé le texte de Mario. Et je pense que, bon, j'ai mis 2 ans à le faire, hein, c'est un livre énorme. C'est le plus long de tous.
Et je travaillais en bibliothèque, j'avais pris des livres sur la faune et la flore. C'était compliqué, il fallait trouver, par exemple, Jurema, le personnage de Jurema, en espagnol Jurema, mais c'est Jurema. Jurema est une sorte de mimosa. Il fallait que je retrouve la plante. Jurema est un personnage central. Elle va coucher avec plusieurs personnes et en particulier, elle va coucher avec le periodista miope, c'est-à-dire avec le narrateur, en somme, l'anarchiste. Et donc, il fallait que je retrouve plein de choses brésiliennes. D'abord, j'ai mis un lexique à la fin du livre pour expliquer un peu tout ça, sinon on est perdu. Donc, j'ai réinjecté du Brésil dans ma traduction de La guerre de la fin du monde. Alors, quand j'ai eu le livre à la fin, j'ai rien compris d'ailleurs. J'avais traduit par La guerre du bout du monde. Je croyais qu'il voulait dire que c'était la guerre qui était tout au bout là-bas. Le Brésil, c'est loin. Et puis non, c'est la fin du monde avec le côté messianique. Alors justement, el consejero. Bon, en portugais, c'est pas el consejero, le conselheiro. Donc, il s'appelait Mendes. Alors, il fallait que je retrouve, là aussi, je n'ai pas dit, alors je disais le conseiller, bien sûr, le conseiller. Et il a fallu, donc, j'avançais sur des œufs avec cette traduction. Alors, c'est une drôle d'histoire, c'est une aventure, la guerre de la fin du monde. Et pourquoi il a écrit ce roman? Tout simplement parce qu'il avait rencontré Rui Guerra, un des grands noms du cinéma novo, brésilien, bien que Rui Guerra soit portugais, et il lui avait demandé d'adapter le roman Os Sertões de donc Rui Guerra lui avait demandé d'adapter le roman da Cunha qui s'appelait Os Sertões. En français, ça a été publié sous le titre Les Sertans. C'est pas très beau. Et il vaut mieux dire le sertão, AO avec un tilde. Je crois qu'il vaut mieux garder le mot brésilien. Et il avait fait un scénario. On a travaillé là-dessus pendant plus d'1 an et on a travaillé avec la Paramount de Paris. Et alors, pour la petite histoire, c'est amusant parce que le patron de la Paramount s'appelait M. Zuratas. Il s'appelait David Zuratas. Et le film ne s'est pas fait parce qu'il n'a pas pu boucler le budget. Et alors, il y a ce scénario qui est déposé à Princeton, que j'ai traduit. Il y a l'original et la traduction. On n'a jamais pu être tourné. Et alors, Mario a été très mari de ça, vexé. Il a dit, non, je vais écrire un roman avec ça. Quant à ce monsieur Zuratas, je vais lui régler son compte. Et il en a fait un personnage, Saúl Zuratas, le personnage qu'on trouve dans El Hablador. C'est amusant. On retrouve le père, le fils, etc. Il s'était un peu vengé de ça. Et alors, il a écrit un roman, il a mis un temps fou, il est allé plusieurs fois dans le nord-est, il est allé à la Caatinga, toutes ces choses, toutes ces régions. Il a rencontré plein de gens qui l'ont aidé, qui l'ont guidé, comme il fait toujours. C'est un homme de terrain. Mario est un homme de terrain. C'est un grand romancier qui n'écrit pas n'importe quoi dans son cabinet. C'est loin d'être ça. C'est un baroudeur. C'est le baroudeur de la littérature. Ça lui plairait, ça. Moi, je l'ai vu souvent en treillis, il adore ça. Dans le film qu'on a fait je sais plus, oui, dans la ville et les chiens, c'est ça? Non, je ne sais plus lequel. Il est déguisé en soldat. Il adorait se déguiser en soldat. Bref, le baroudeur, il est allé sur place, il a écrit en 2 ans, je crois, et ce travail de documentation, il l'a refait ensuite, mais sur 15 ans, quand il a écrit La Fiesta del Chivo. Là, voilà, c'est un énorme, c'est peut-être son chef-d'œuvre, un énorme livre, La Fiesta del Chivo. Ouais. Très bien. Alors, est-ce que c'est la même chose de traduire les romans et de traduire les pièces de théâtre de Mario Vargas Llosa, qui est aussi un aspect, un genre qu'il aime beaucoup? Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Pour moi, oui, et pour lui aussi. Les pièces de théâtre de Mario sont des pièces littéraires. C'est pas du tout, c'est pas Coltès, c'est pas du tout ce genre de théâtre, un théâtre où on crie, on parle, on bouge. C'est un théâtre écrit, c'est rédigé. La meilleure preuve, c'est que la dernière pièce de théâtre, c'est une espèce de paraphrase de Boccace, les contes de la peste. Il reprend ça. Est-ce que c'est théâtral? Ça, je ne sais pas si c'est tellement théâtral. C'est écrit, c'est littéraire. Et donc, dès le premier texte, dans le premier texte, c'est la demoiselle de Tacna, Señorita de Tacna, il se met en scène à travers le personnage de Belisario. Il est El Escriba. Ce personnage d'Escriba, c'est celui qu'on trouve dans la Tante Julia et le Scribouillard, ou qu'on va retrouver dans d'autres, par exemple, Cathy et l'Hippopotamo, et El Escriba. Il y a le scribe qui prend note et qui met ça en bon espagnol.
Et donc, c'est très littéraire. Pour moi, il n'y a aucune différence. Cathy à l'hippopotamo, c'est extrêmement drôle parce que c'est une femme qui ne parle pas très bien l'espagnol, elle lui raconte ses souvenirs, et lui, il fait des belles phrases. Alors, des phrases, oh là là, très littéraires. J'avais même fait des paraphrases de Victor Hugo. Les voiles de la nuit flottaient sur Galgala. Alors, j'ai repris des choses comme ça. Parce que ça correspondait à son style. Hein, voilà. Naturellement, ma traduction est très, très loin de son texte initial. Il faut. Par exemple, dans Demoiselle de Tacna, l'homme de la maison, celui qui a la plantation de coton, il a gagné beaucoup d'argent en Bolivie. Alors il veut faire des cadeaux à tout le monde. Alors il demande à la demoiselle de Tacna, qui est la cousine de sa femme, la Mamae, on l'appelle la Mamae, elle s'appelle Mama Elvira, Mamae. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'offre? Et elle lui dit cette chose étonnante, un cacho quemado. Alors là, le traducteur, les bras lui en tombent. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quieres un cacho quemado? Alors, cacho quemado, qu'est-ce que c'est? C'est de la crème brûlée. Dans un gâteau, un cacho, c'est cacho, cachito. Il y avait une chanson, on dit cacho, cachito. Cachito mio, hein, mon petit bout, mon petit truc. Hein. Et c'est un cornet avec de la crème dedans, de la crème brûlée à l'œuf qui est brûlée. Cacho quemado. Et qu'est-ce que c'est? Ça veut dire c'est un rien du tout. Qu'est-ce que tu veux? Un cacho quemado. J'avais traduit « je veux du vin en bouteille ». Voilà. C'est-à-dire, je veux... Elle se moque de lui, voilà. Du vin en bouteille. Ça n'a rien à voir avec la... Parce que, traduction littérale, je veux un petit bout brûlé. Ça ne veut rien dire, un petit bout brûlé. Un bout brûlé. Ça ne veut rien dire. Ou alors, si on traduit par une pâtisserie, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un éclair au chocolat. Ça tombe à côté. Hein. Et alors, alors, dans le théâtre... Ah oui, alors, il y a quand même une différence. C'est que dans le théâtre, il faut que le public réagisse. Alors, dans Cathy al hippopotamo, il y a un personnage qui lui dit « Cuidado con los... » Comment il dit? « Zánganos que rondan a tu hija. Lo que quieren, lo que buscan es el braguetazo de su vida. Lo que buscan es el braguetazo de su vida. » Les gens rient. Alors, pourquoi? Parce que le personnage qui fait la femme, qui donne la réplique, lui dit « No digas lisuras » ne dit pas des gros mots. Lisula, c'est un mot d'Amérique latine, hein, pas espagnol. Donc c'est là aussi il y a la différence. No digas lisula, ne dit pas de gros mots. Donc ça veut dire que braguetazo, c'est un gros mot. Or, qu'est-ce que ça veut dire, dar el braguetazo? En espagnol, si on cherche dans le dictionnaire, ça veut dire faire un mariage d'argent. Faire un mariage, donc l'argent, il est associé à la braguette. Alors, on se souvient par exemple qu'en Guadeloupe, par exemple, on parle de l'impôt braguette ou quelque chose comme ça. Pour parler des allocations familiales, je ne sais plus comment on dit, je crois qu'on dit quelque chose comme ça. Le revenu braguette, ou ça, on fait un enfant, on gagne plus d'argent. Donc, dans les Antilles, il y a bien l'idée de la braguette qui est associée à l'argent. Alors, lui, il dit « el braguetazo de su vida ». Alors, comment traduire en français? Alors, j'ai eu l'idée de faire une apposition, parce qu'on ne peut pas traduire. Hein. Alors, on dit « fais attention à ces faux bourdons » ou je ne sais plus quoi, qui tournent autour de tes filles, tout ce qu'ils cherchent. Alors j'avais traduit, tout ce qu'ils cherchent, c'est un mariage d'argent, je traduis, c'est un mariage d'argent. Bon, ça tombe à plat. Mais il ajoute, il se tourne vers le public et il dit, un coup de braguette magique. Et alors à ce moment-là, les gens rient. Parce que, évidemment, il s'agit de faire rire, un braguetazo. Et l'autre lui dit, ah ben ne dis pas de gros mots, enfin, un coup de braguette magique. Alors, le coup de braguette magique, ça, je ne l'avais jamais vu avant. C'est donc une de mes inventions. Et après, j'ai lu dans d'autres textes qu'on avait utilisé ça. Enfin bon, c'est joli, la baguette magique même, voilà. Alors donc, dans le théâtre, il y a quand même un côté théâtral qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Mais ceci étant dit, Mario a un théâtre littéraire, rédigé, écrit, voilà. Là, par rapport à ce que vous dites, il y a donc évidemment une créativité du traducteur. Et pour traduire, est-ce que vous faites aussi appel à vos propres expériences? Est-ce qu'il y a derrière votre traduction aussi des échos de votre vie? Oh, je pense, oui. Une fois à la radio, il y a quelqu'un qui a dit, c'était Christian Judicelli, il a dit « Oh, Albert traduit avec des mots pieds noirs. » Des mots pieds noirs. Je ne sais pas, bon, enfin, peut-être, je ne sais plus. Je ne crois pas. Alors, parce que c'était l'émission qui était sur quoi déjà? Quien mató a Palomino Morero, c'était ça, hein? Qui a tué Palomino Morero?
un livre policier. C'est un des rares livres policiers. Mais enfin, il y a beaucoup de fantasmes sexuels dans le livre, hein, naturellement. C'est une relation incestueuse, le père et la fille. Hein. Toujours des choses un peu... Chez Mario, c'est ce qu'il appelle los demonios, hein, les démons. Et alors, le premier mot était un mot impossible à traduire. Ça s'ouvre sur une expression, un mot très long, Rijuna grandissimas. Rijuna grandissimas. Le gars voit un homme empalé dans un arbre, tué, mort, et il dit Rijuna grandissimas. Je crois que c'est le brigadier Lituma qui voit ça. Comment voulez-vous traduire un truc pareil, hein? Comment peut-on traduire un truc pareil? Alors, j'avais passé à la radio, et puis il y avait Roger Vrigny qui m'a dit « Albert va vous dire comment il l'a traduit ». Moi, j'ai dit « Non, je ne veux pas le dire ». Il m'a dit « Si, il faut le dire, il faut le dire ». Alors, j'ai dit « Bon, je vais le dire ». J'avais traduit « Bordel de merde de Vérole de cul ». Bon, mais est-ce que c'est pied noir? Pas du tout, pas du tout. Bordel de merde de Vérole de cul. Bordel de merde, qu'est-ce qu'il pourrait dire un brigadier? J'ai fait mon service militaire, on parlait comme ça. Bordel de merde, Vérole de cul. Voilà. On va finir par une question un peu sur tout votre travail et la traduction de Mario Vargas Llosa, mais aussi donc de Donoso, de Gabriel Infante, tous ces auteurs que l'on dit des écrivains du boom. Est-ce que vous pensez que la traduction de ces écrivains a transformé, enrichi la langue française, la langue littéraire française, et comment? Absolument. D'abord, c'est une écriture qui était innovante par rapport à, par exemple, à Rómulo Gallegos ou Asturias. C'était très, très différent. On a fait un bond en avant, on appelle le boom, justement, boom. C'est d'ailleurs Donoso qui avait écrit Historia Personal del Boom. C'est pas lui qui a inventé le mot, je ne sais plus qui l'a inventé, peu importe. Et alors, il y avait une innovation qui a fait que les traducteurs qui se sont attelés à traduire ça, tous ont essayé, dans leur français, d'introduire une certaine innovation. Ils ont coloré avec des adjectifs, avec une espèce de parti pris de baroque. Il fallait exploser. On a explosé. Tout le monde a explosé. Leur bataillon a explosé. Tout le monde a explosé. Et alors donc, il y a un côté innovation qui s'est développé. Et je me souviens à l'époque, comment s'appelle-t-il celui-là? Les Flamboyants. Qui a écrit Les Flamboyants? Il avait été influencé par García Márquez. Et en France, il y a eu des gens qui ont été influencés par cette littérature latino-américaine qui ont dit on va faire la même chose, on va introduire quelque chose comme ça. Mario, en particulier, s'était inscrit contre le nouveau roman. Il trouvait que le nouveau roman avait desséché la langue française. Et c'est vrai qu'après le nouveau roman, il y a eu à ce moment-là un roman plus baroque qui s'est développé, bien que la littérature française, d'une façon générale, reste une littérature intimiste. Hein. Je viens de finir le dernier roman de Delphine de Vigan, magnifique. Mais c'est un roman intimiste. Hein. Il n'y a pas d'ouverture sur un pays, il n'y a pas de paysage, il n'y a rien. C'est à l'intérieur que ça se passe. Chez les Français, c'est toujours la psychologie. Alors qu'eux, ils ont inventé l'espace, les grands espaces latino-américains. Et on les voit partout. Et je pense que les traducteurs ont essayé d'ouvrir la langue française à plus de fantaisie, plus de couleurs, plus d'audace. On pouvait essayer d'inventer des mots, des choses comme ça. Pourquoi pas? On inventait des mots. Hein. Et je crois que ça joue un rôle dans l'écriture française. Il y a certainement une influence qui s'est faite.